Pierre Besbach nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous et soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes économiste, historien. Votre nouveau livre a pour titre « Une histoire du génie français ». C'est chez Nouveau Monde Éditions. Alors on va commencer par l'actualité et ce sommet dit de l'attractivité organisé par Emmanuel Macron à Versailles. Le président français reçoit 140 chefs d'entreprise venus du monde entier. Pas des petites entreprises, des multinationales. Pourquoi affectionne-t-il autant Versailles, le palais? C'est quoi? C'est le symbole du génie français ou la magnificence de la France? C'est peut-être une habitude un peu présomptueuse, j'allais dire, de vouloir se présenter effectivement comme une, sans aller jusque-là, mais presque un nouveau roi soleil qui va éclairer la France et lui permettre de retrouver un lustre un peu terni. Alors le final, oui, mais... Oui. Mais on peut se demander si c'est la bonne façon de procéder. Pourquoi? S'il n'y a pas beaucoup d'effets d'annonce derrière tout cela, et la réalité, c'est de savoir si on va effectivement aider les entreprises, et pas tellement les grandes entreprises, les multinationales qui ont les moyens d'investir, et qui ne le font d'ailleurs pas toujours, mais plutôt les petites entreprises qui, elles, ont des difficultés à pouvoir justement valoriser leurs recherches, leurs expérimentations, et qui ont du mal à trouver des crédits. Entreprises françaises d'ailleurs, parce que là en l'occurrence on annonce des milliards de contrats, ce sont plutôt des entreprises étrangères, notamment des entreprises japonaises, pour ne citer que ce pays. Alors oui. Si elles viennent en France, bon... on ne va pas s'en plaindre. Ouais. Toyota, par exemple, crée des emplois, très bien, fabrique en France, une technologie qui n'est peut-être pas d'origine française, mais bon, il peut contribuer effectivement, d'ailleurs, à pousser les entreprises françaises à faire comme elles, en particulier dans le cas de la motorisation hybride, et où là, on peut justement permettre de potentialiser, de valoriser un savoir-faire, j'allais dire national, entre guillemets. Alors, Président Soleil, ou Roi Soleil, ces mots, ce sont ceux aussi du Financial Times, journal anglo-saxon, britannique. Mais juste un mot sur le fait qu'il pourrait s'exprimer tout à l'heure en anglais. Alors, précisons que c'est à huis clos, que l'anglais c'est la langue de l'économie, mais tout de même, est-ce que vous n'y voyez pas un paradoxe? Bon, écoutez, on ne peut pas l'empêcher de prouver qu'il sait manier la langue de Shakespeare. Même à Versailles. Cela dit, effectivement, ça peut un peu choquer. Là aussi, on est un peu dans le paraître, et on s'éloigne du fond. Alors justement, on s'éloigne du fond, on en vient à votre livre. Quelles furent, selon vous, les grandes innovations et découvertes réalisées par la France et par le peuple français à travers les siècles? Dans quel domaine? Alors justement, dans tous les domaines. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que la France a été partie prenante de tout un ensemble d'initiatives de création dans tous les domaines, c'est-à-dire le domaine politique, le domaine culturel et le domaine économique et technique. Alors, ce qui évidemment est peut-être le plus parlant et le plus proche de nous, parce que c'est finalement à partir de ces innovations que le monde actuel s'est construit, c'est que la France ou des Français ont participé, voire ont été pionniers dans les grands domaines qui vont faire donc le XXe siècle, voire le XXIe, à savoir la mise au point de l'automobile, de l'aviation, de la radio. Du cinéma. Du cinéma, bien sûr. Des Frères Lumière. Des Frères Lumière. Dans la recherche atomique, il y a les Becquerel, puis les Curie. Ouais. Difficile aussi de ne pas penser à la gastronomie, oui, Bocuse, bien ce sûr, week-end. Bien sûr. Certes, ça c'est aussi une tradition nationale. Et c'est vrai que ça fait partie, je dirais, un peu du mode de vie à la française, où on a, c'est le vin, le pain, le vin, le fromage, sans faire de publicité pour une marque. Alors, quand on lit votre livre, on se dit, alors très bien, la France, d'accord, a participé au rayonnement, à la naissance aussi d'une civilisation, au sens en tout cas culturel, de l'époque dans laquelle on vit. Mais c'est pas la seule, et justement, vous comparez par rapport aux autres pays, qu'est-ce qui l'en distingue? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que si on regarde donc la mise en place du monde moderne, avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas bien parce que c'est moderne, mais on s'aperçoit que l'essentiel de ces créations, y compris dans le domaine politique, avec la formation de la démocratie, elle est imparfaite, on le sait très bien, mais c'est quand même mieux d'être en démocratie
que d'être sous une dictature. Les idées notamment. Donc plusieurs pays européens, c'est l'Europe de l'Ouest qui a été le fer de lance. Bon. Mais au sein de cette Europe, on peut distinguer quelques pays qui ont joué un rôle plus particulier, donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie du Nord, puisqu'on sait qu'il y a 2 Italies. Mais parmi tous ces pays, celui qui est peut-être le plus présent dans tous les domaines, et depuis le plus longtemps, c'est la France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a ce génie, entre guillemets, se trouve dans les gènes. Hein. C'est plutôt... Non, d'ailleurs, vous dites-vous que c'est une synthèse réussie entre diverses influences lointaines, celtes, grecques et romaines. Oui, absolument, oui. Et peut-être plus qu'ailleurs. Parce que bon, Rome a profondément marqué toute l'Europe et au-delà de l'Europe, mais encore plus l'ensemble du pourtour méditerranéen et surtout l'Europe, puisque celle-ci est restée sous obédience chrétienne et le christianisme, c'est aussi une des conséquences de l'Empire romain. Le christianisme s'est développé au sein de l'Empire et uniquement en son sein, tant qu'il était clandestin, et même au-delà. C'est à partir du XVe siècle que des missionnaires sont allés ailleurs. Ouais. Et la France, bon, on l'a appelée, à tort ou à raison, bon, c'est aussi des raisons politiques, la fille aînée de l'Église, etc. Bon, a été j'allais dire la nation, le terme est un peu anachronique, mais pour ses débuts, mais disons le peuple ou la société qui a pérennisé le christianisme. Alors on peut trouver ça bien ou mal, mais ce sont les Francs qui ont fait en sorte que cette religion héritée donc de la romanité, puisqu'au bas empire, les barbares, entre guillemets, identifiaient romains et chrétiens. Bon. Juste quelques mots pour finir. Oui. Que reste-t-il de ce génie, au fond, on a envie de vous dire, quand on entend les discours parfois alarmistes et alarmants sur la France, pas grand-chose? Il reste beaucoup de choses, je crois, parce que la France reste une puissance économique qui compte, hein, 5e, 6e, bon, puissance économique mondiale. La France continue à avoir des entreprises ou des chercheurs qui innovent. Et on peut trouver en regardant dans l'actualité, y compris aux États-Unis, ou tout un ensemble de petites entreprises françaises innovantes dans des tas de domaines. Donc il reste que cette espèce de tradition. Et ce qui peut rester un atout pour la France, et là-dessus nos dirigeants doivent faire très attention, c'est le dualisme, en quelque sorte, la complémentarité entre action de l'État et initiative privée. Ouais, c'est ce qui revient aussi beaucoup dans votre livre. C'est ce qui a permis, parce qu'on a pu critiquer le colbertisme, un ouvrage récent vient de... Ouais, mais c'est un modèle qui a permis à la France, justement, de devenir un pays incontournable. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Besbach, d'avoir été avec nous. Une histoire du génie français. Nouveau Monde édition. Merci à vous. Merci à vous.